402, c'est le numéro de ce bonus parce que c'était le numéro de l'épisode qui l'a précédé. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça se passe aussi, si vous le voulez bien, avec j'ai de nouveau perdu mon bouton. Avec mes petits camarades que sont d'un côté Aurélien, de l'autre côté Xavier, puisque ce sont les protagonistes de l'épisode 402 que vous avez peut-être déjà écouté. Si c'est pas le cas, vous pourrez aller l'écouter après ce bonus parce qu'il n'y a pas de tenant aboutissant, tout ce qui s'ensuit. Merci à vous de nous avoir rejoints une nouvelle fois. N'oubliez pas les pouces levés sur YouTube ou les étoiles ou tout autre type de notification, de comment on peut dire, de gratification, on va dire, sur les plateformes de podcast habituelles. On commence ce bonus qui ne dure que 14 minutes maintenant et 20 secondes avec Xavier pour parler impression 3D et d'une imprimante, on va dire, renversante. Xavier. C'est bien ça. C'est l'imprimante 3D qui s'appelle Coconi Sota, qui est développée par la marque Coconi qui est basée à Hong Kong. Elle est actuellement sur Kickstarter pour un budget entre 600 et 1000 euros selon les options. Et cette société veut rendre l'impression 3D plus facile et accessible à l'utilisation. Donc elle commercialise une imprimante Sota qui prétend être 10 fois plus rapide que les imprimantes 3D grand public classique et qui peut imprimer avec une option supplémentaire jusqu'à 7 couleurs et matériaux. Alors, elle est compatible avec un logiciel d'intelligence artificielle de l'entreprise et la particularité, c'est que cette imprimante imprime des pièces à l'envers. Donc, en fait, c'est un extrudeur qui se trouve en bas et c'est le plateau d'impression qui va monter. Alors, cette conception, d'après la société, permet de réduire les vibrations, d'améliorer la stabilité et d'augmenter la vitesse d'impression, puisqu'en fait le centre de gravité de l'imprimante se trouve à la base de l'imprimante, ce qui justifie effectivement qu'il y aurait moins de vibrations pour l'imprimante. La machine permettrait d'atteindre une vitesse de 600 mm par seconde et donc de terminer pas mal de modèles en 1 heure. Donc c'est effectivement très rapide comme vitesse d'impression. Alors j'en discutais un petit peu avec Aurélien avant l'épisode et l'inquiétude qu'on a, c'est l'adhérence du plateau. Il va falloir que si les pièces sont imprimées vers le bas, il va falloir que l'adhérence du plateau, qui est un des éléments les plus problématiques quand on imprime, soit vraiment impeccable. Et donc voilà, à voir dans les faits. Je suis curieux de voir les tests réels de cette imprimante. Si les tests sont aussi rigolos et amusants que la vidéo promotionnelle qui en est faite et que vous pouvez aller voir sur le Kickstarter ou sur leur site internet ou sur notre vidéo, puisqu'on vous propose ça aussi en vidéo, ça risque d'être assez original. Je pense qu'on va être démonétisé pour le coup, parce que je pense que ce genre de vidéo ça coûte bonbon et qu'ils vont pas se gêner, mais quoi qu'il, ça me faisait plaisir de la mettre quand même. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien de cette imprimante. Alors 600 mm secondes, c'est énorme. Je sais pas, aujourd'hui si on est à 150, Xavier, si tu m'arrêtes, 150. Ouais, c'est même moins que ça, hein. Enfin, je dirais, c'est 120, 100. Enfin, moi, en tout cas, avec ma prise, j'imprime beaucoup moins vite. Ouais, donc vous imaginez, on multiplie par 4, 5 la vitesse à laquelle l'extrudeur va, et en plus moi, par expérience, je sais que plus on essaye d'aller vite, plus l'adhérence doit être parfaite, parce que si l'adhérence est faible, l'extrudeur qui se balade à une vitesse de dingue au-dessus, ça a vite fait de décoller le modèle. Donc je demande à voir. Franchement, je demande à voir. C'est pas naturel. Par contre, oui, ce papier, c'est pas naturel. Et par contre, le fait qu'ils essayent d'avoir un bloc compact pour maximiser la rigidité de tout l'ensemble et le centre de gravité et tout, pourquoi pas. L'idée est bonne. Maintenant, je voir dans sa réalisation. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, non, parce j'en achèterais pas avant d'avoir vu une... Oui, d'avoir vu fonctionner en vrai quelque part. Voilà, c'est ça, parce que là, franchement... Mais le problème, l'adhérence est liée au matériau, hein, donc c'est compliqué d'avoir mieux que sur une autre imprimante, quoi. Ouais. Bon, voilà, c'est affaire à suivre. Ça a l'avantage d'exister, on va dire, et on verra s'il y a des retours de ça. Mais bon, voilà, il y a toutes les vidéos, les explications, etc. On vous met tout ça, évidemment, dans
dans la description de ce bonus. Je vais y arriver, j'étais un petit peu distrait. Aurélien, on parle de Juice, on a des nouvelles de sa goupille. On se rappelle qu'il y avait un problème d'ouverture des panneaux solaires, hein, c'est ça, ou d'antenne, non, les panneaux, je ne sais plus. bon, les panneaux, c'était une antenne, l'antenne qui coinçait à cause d'une goupille qui vous refusait de se barrer, quoi, en gros. Voilà, épisode 400, je vous renvoie à l'épisode 400, j'avais chroniqué les problèmes de Juice qui a décollé donc le 14 avril de Guyane et qui devait se mettre en service, déployer ses panneaux solaires, déployer sa grande antenne radar pour aller sonder le sol des lunes de Jupiter jusqu'à 9 km de profondeur, souvenez-vous. Et le problème, c'est que cette antenne de 16 mètres de long, elle n'arrivait pas à se déployer complètement. Et la faute à une petite goupille qui restait coincée. Alors, on avait dit à l'époque, il faut mettre un petit coup de propulseur pour secouer le juice, hein, bien sûr, pour pas que la pulpe elle reste en bas. Et j'avais la même chose en tête. On va le faire à chaque fois. Et du coup, voilà, on l'avait fait à l'épisode 400, je crois. Ou alors de le retourner pour mettre la goupille face au soleil pour que ça se dilate et qu'on arrive à déployer l'antenne. Bref, vous étiez inquiet, mais ça y est, c'est bon. C'est des goupillés. C'est des goupillés et donc on pourra sonder. Mais bon, j'ai revu cette news-là, ça m'a fait sourire parce que je me dis quand même. Tout ça pour une goupille, c'est. T'imagines les heures et les jours des mecs qui ont conçu ce machin. Et à mon avis, ils ont pas dû bien dormir pendant ce temps-là, parce que toute la mission partait à volo, hein, si c'était pas. Voilà. Et donc, je pense quand même que là, il y en a plus d'un qui ont dû pousser un ouf de soulagement sonore, parce que et tant mieux pour eux, tant mieux pour la mission, et comme ça, c'est pas de l'argent perdu aussi, autant qu'à faire. Hein. C'est ça qui est important. Tout ça pour une goupille, effectivement. Coup, hein, ce genre de truc. Ouais. Bien, oui, c'est ça. Après, si ça rate, tu y retourneras pas dans 10 ans, quoi. Hein. Enfin, peut-être dans 10 ans, oui, peut-être pas avant, quoi. Tout ça pour une goupille, quoi. Donc, ne mettez plus de goupilles dans vos projets. Ou alors un truc soluble. Mais pas dans l'eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là où ça va. Bref. Xavier, alors qu'on avance tout d'un coup très, très rapidement, hein, il nous reste 7 minutes de bonus, donc prends ton temps, Xavier, pour parler de Tesla et des caméras intérieures de l'habitacle plus utiles chez Tesla. Pourquoi ? C'est ça. Mais Tesla a annoncé qu'ils allaient introduire une fonctionnalité de surveillance de la fatigue des conducteurs dans ces véhicules. C'est une caractéristique qui était absente de plusieurs modèles tels que modèle 3, modèle Y et modèle S. Et ils vont faire ça grâce à une caméra qui est placée à l'intérieur de l'habitacle qui jusqu'à présent n'avait pas beaucoup d'utilisation et beaucoup d'intérêt en tout cas. Et donc le système d'exploitation de Tesla sera en mesure de détecter les signes de fatigue tels que le bâillement, les mouvements de paupières. C'était une fonctionnalité qui est déjà présente chez pas mal de constructeurs et qui est considérée comme essentielle pour atteindre un objectif de conduite autonome. Mais selon les informations révélées par un hacker, ici la caméra va utiliser la caméra d'habitacle et va fonctionner en arrière-plan dès le démarrage du moteur et va donc pouvoir analyser diverses fonctionnalités, notamment aussi le franchissement de ligne, le centrage de la voiture sur la voie, etc. Seulement, il y a certaines personnes qui s'interrogent quand même parce qu'ils remettent en doute la capacité de Tesla à accéder rapidement à un niveau d'autonomie de 4 ou 5, puisque en fait, à un niveau de 4 ou 5, cette caméra n'aura pas réellement d'utilisation, enfin d'usage. Si le véhicule est réellement autonome, c'est moins important de savoir que la personne est en train de s'endormir ou autre que dans des niveaux 2 ou 3. Ouais. Et donc pour rappel, le niveau 2 c'est conduite semi-autonome, niveau 3 c'est conduite conditionnellement autonome, donc le véhicule est capable d'assumer la plupart des tâches de conduite dans des conditions spécifiques mais peut demander au conducteur de reprendre le contrôle. Niveau 4 c'est conduite hautement autonome et niveau 5 c'est entièrement autonome. Je m'étais laissé dire quand même que cette caméra avait une fonction
caché qui permettait à certains techniciens indiscrets de la firme de collecter des images de gens qui ne faisaient pas que dormir ou conduire dans les véhicules. Ils faisaient quoi? Ils faisaient des galipettes sur la banquette. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on a trouvé... Retirez donc maintenant la petite gommette que vous avez été mettre sur la caméra. Elle sert, cette caméra. Parce que, voilà, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. C'est pas que dans le Sion. Non, c'est pas que dans le Sion. Allez écouter l'épisode 402. C'est pour filmer les Sions. Un avis là sur la question, sur la question Tesla, caméra, pas caméra. Moi, ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui disent on a mis une caméra, mais en fait, elle ne servait à rien. Ça, Oui, c'est ça. Ou alors, hein, on peut comprendre l'usage de la caméra dans le contexte de l'appareil qui l'occupe, mais est-ce que cette image sort de l'appareil et va ailleurs? Je connais quelqu'un, par exemple, qui avait testé, qui avait fait un Kickstarter et avait été livré d'une tondeuse à gazon autonome qui comportait une caméra. Et comme il n'en était pas très content, enfin, en même temps, c'était une version bêta de l'engin. Donc, il avait contacté le fabricant, etc. Et le fabricant lui dit, si, elle fonctionne très bien, votre tondeuse. D'ailleurs, je vois le tas de bois au fond de votre jardin. Ni une ni deux. La personne a dit, écoutez, si c'est comme ça, il a pris la machine, il l'a remis dans sa boîte, il l'aura renvoyé en disant, écoutez, c'est bien gentil, mais vous arrêtez de regarder chez moi, quoi. C'est mon jardin, quoi. Donc c'était le truc à pas dire en fait, même si c'était voilà. Tout ça pour dire, si vous avez des caméras, on avait parlé de ça aussi sur les aspirateurs domestiques, hein, oui. Xavier, rappelle-toi, qui cartographient votre appartement et donc aussi quelque part, ce sont des informations qui circulent après chez le fabricant. C'est toujours un petit peu délicat, effectivement. Il n'y a pas vraiment d'encadrement par rapport à ça. Il nous reste 3 minutes et 30 secondes pour conclure ce bonus avec Aurélien et pour parler d'Oriza, qui est un purificateur d'eau mécanique et efficace. Oui, alors je suis tombé là-dessus. Donc c'est un... Alors comment je vais essayer de décrire un petit peu. C'est un petit boîtier, ça ressemble à une petite pompe à vélo, oui. Vous voyez, avec oui. un petit il y a ça aussi. Puis, genre un pulvérisateur aussi, tu vois, quand tu vas, oui. Tu vois, oui. que tu portes sur le dos, mais sauf jardin. Que là on met pas. Voilà, c'est ça, pulvérisateur. Voilà, oui, merci pour cette, voilà. Donc ça ressemble à ça. Y a pas, c'est complètement mécanique. Il y a ni pile ni batterie dedans. Et donc c'est un Nantais, David Mounier, qui a fait pas mal de missions humanitaires, notamment à Haïti. Et qui est rentré de ces missions humanitaires et a cherché à développer un produit pour tous les endroits où on a besoin d'eau potable et on n'en a pas. Catastrophes naturelles, enfin bon, bref, tous les pays en voie de développement, ce genre de choses. Et il a développé donc Oriza, qui permet, grâce à une membrane de filtration à fibres creuses, donc ce sont des fibres à l'intérieur, et donc il y a des trous avec des pores de 0,01 micron, c'est-à-dire vous prenez un micron et vous le divisez en 100, et voilà. Et donc grâce à ce purificateur, voilà, vous pouvez avoir de l'eau propre partout pour vous doucher, vous laver, manger, tout ce que vous voulez. Il y a un système à l'intérieur qui est breveté qui permet au filtre de se laver pour pas se colmater, donc il se sert de l'eau aussi pour nettoyer le filtre. Et donc ils ont emmené ce purificateur à l'Institut Pasteur pour faire des essais. Et ça, alors selon l'Institut Pasteur, ça filtrerait 99,999, il y a 9 après la virgule, des virus, et 99, vous mettez 6,9 derrière pour les bactéries. Et donc voilà, ça permet à tout le monde d'avoir ça en trekking, en ce que voilà, pour avoir de l'eau propre, et c'est en vente parce que c'est un produit qui a déjà été commercialisé et 225 €. Je trouvais ça, j'ai regardé, je me disais tiens, ça va coûter une fortune ce truc, mais même pas.
Donc voilà, c'est belle invention, ça peut servir à tout le monde. Bien sûr, on en parlera à Thierry Weber, notre camarade qui fait de temps à autre de la van life, et parce que ça, c'est un accessoire à avoir avec soi quand on part en voyage, en van life, un petit peu à l'aventure, et qu'on n'est pas toujours certain de trouver de l'eau potable, ou en tout cas de l'eau propre, hein, on va dire, pour s'alimenter, pour se laver, pour faire sa vaisselle, ou que sais-je, quoi. C'est un peu ça aussi l'idée, quoi. Ouais, donc, un petit ruisseau, un petit machin, et hop. C'est malin. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun traitement chimique, c'est uniquement une filtration. Alors, on va conclure parce qu'il ne reste que 20 secondes, mais il y a de la filtration comme ça à Bruxelles pour l'eau potable, l'eau de robinet. Ils ont installé des systèmes avec des fibres également creuses. On pourra revenir sur ce truc à l'occasion parce que c'est assez perfectionné et très manifestement c'est très utile. Merci à tous les deux parce que tout d'un coup je regarde le chrono. Moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un bonus, c'est 15 minutes maximum et on va s'y tenir. Merci Aurélien, merci Xavier. On se dit donc du coup à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne semaine. À très bientôt pour un nouvel épisode des Technos. Salut!